Les Vases d'Ussé, tome 6, Le fils d'Éléonore, suite. Samedi 12 juillet 2031. Une partie des invités était repartie le lendemain. C'était le cas du père d'Helena et sa compagne, de Thomas, éditeur, qui était déjà venu à Ischia en vacances en juin, ainsi que de Sarah, Max et Sophie Fourcade. Fabio et Valentina Lombardi étaient également repartis, accompagnés de leurs deux filles, Gabriella et Monica, et de leurs conjoints respectifs, Laurent et Sean. David et Lindsay étaient repartis le mardi matin, ainsi que Frédéric Lefebvre et la mère d'Helena. Lisa et Enzo étaient restés avec Francesco ainsi que Laurence, Chiara et Jean et repartaient ce samedi. Les grands-parents de Lisa et Alex profitaient de l'occasion pour passer du temps avec Alberto et Margherita. À leur âge, ils savaient qu'ils devaient savourer chaque moment passé ensemble. Les jeunes, eux, avaient conjugué le mariage avec leurs vacances, et ceux qui connaissaient l'île la firent visiter aux nouveaux dans le clan, pendant que les nouveaux mariés préféraient le paddle et les petites criques, où Alex pouvait admirer la plastique de sa femme dans son bikini blanc, son préféré, et surtout lui enlever. Léo et Cécile restaient jusqu'au 13 juillet avant de rentrer à Édimbourg. Adam avait prévu de rester jusqu'au 18 juillet avec Émilie et d'aller ensuite à Saint-François une semaine avant que la jeune femme reprenne le travail. Le futur avocat allait commencer un stage en août chez un avocat de Chambéry et donc s'installer avec l'ami d'Helena. Louis, Claudia et Nina restaient aussi et devaient repartir en même temps qu'Adam mais vers Paris. Théo, Serena, Gauthier et Estelle séjournaient aussi à Ischia jusqu'au 18 juillet avant de rentrer à Rouen. Tout comme Ben et Stefania dont les parents étaient eux aussi restés. Laura l'aînée, née Mazzella, était ravie de retrouver ses parents, son frère Matteo, sa belle-sœur et ses neveux Luca et Lucrezia avec son mari Ugo et sa fille Giulia. Ben n'avait pas réalisé au départ qu'il allait retrouver au mariage de son ami Alex toute la famille de sa petite amie. Il la croyait de Rouen, et s'il savait qu'elle était la cousine de Théo et Estelle, il ignorait les liens de parenté qui la liaient aussi à Alex, par la grand-mère paternelle de celui-ci, Chiara. Stefania avait ensuite prévu de rester avec le jeune interne à Grenoble jusqu'à la fin des vacances, peut-être plus. Elle avait terminé ses études, était devenue traductrice et travaillait pour une maison d'édition parisienne. Elle pouvait facilement travailler de n'importe où en France. Quant aux deux cousines, Ariana et Ayla, elle n'était pas pressée de repartir. Ariana, scientifique passionnée de botanique et de protection de l'environnement, venait d'obtenir son Master 2 Ecobio-Valo. Si elle voulait continuer vers un doctorat, elle allait devoir se renseigner sur les universités qui proposaient un programme de doctorat en biologie végétale, comme Marseille, qui proposait un doctorat en biologie végétale et biotechnologie, ou Paris-Saclay et son doctorat des sciences du végétal, à moins qu'elle trouve une université en Italie qui prépare au même type de doctorat. Elle avait envie de construire quelque chose avec Luca, et si elle renonçait à un doctorat, elle pourrait peut-être trouver un poste d'agronome. Cela demandait réflexion. L'idéal pour elle serait de travailler pour la réserve naturelle de l'île de Vivara, entre Ischia et Procida, dans le domaine de la recherche, ce qui signifiait un doctorat. Ayla, elle, avait encore une année pour obtenir son Master 2 en sciences biologiques à Édimbourg et se destinait plus à la biomédecine. Elle avait eu un coup de cœur pour Andrea, et elle avait envie de rester encore un peu avec lui pendant les vacances universitaires. Mais leur amour naissant résisterait-il à la distance? Seul l'avenir le dirait. En attendant, ils allaient profiter l'un de l'autre. Ce samedi matin, il avait fallu faire les adieux à la famille et aux amis. Helena et Alex avaient pris le ferry pour Naples en même temps que Lisa, Enzo, Francesco et leur jeune fille au père, ainsi que les grands-parents d'Alex. Mais les jeunes mariés, eux, s'étaient dirigés vers la gare, destination Rome. Pendant tout le trajet, ils étaient restés enlacés. Le jeune médecin voulait sentir sa femme contre lui. Il avait réservé une chambre classique à la Villa Médicis, une de ces chambres passerelles qui donnaient sur les jardins et le couvent de la Trinité des Monts. Il s'agissait en fait d'un mini-appartement de 40 mètres carrés, avec un salon et une salle de bain avec douche et un loft avec lit double. La famille Vince avait failli y séjourner lors du mariage de Laurent et Gabriella, mais l'absence d'ascenseur avait changé leur projet d'héberger leurs invités à la villa, notamment les plus âgés. Ils s'étaient contentés d'y organiser la réception. Alex et Helena connaissaient tous les deux la ville
et l'affectionnait particulièrement. Chacun avait prévu de faire découvrir à l'autre ses endroits préférés. Leur séjour avait commencé par une promenade en amoureux dans le parc de la Villa Borghese, un endroit qu'ils aimaient tous les deux, avant de visiter de nouveau le forum enlacés, s'arrêtant à tout bout de champ pour s'embrasser. Ils ne se lassaient pas d'être ensemble. Il est vrai que le rythme de travail des dernières semaines avait été épuisant, et ils avaient un peu joué à cache-cache. Aussi, les retrouvailles étaient toujours intenses. Le couple alla dîner dans un des quartiers préférés d'Alex, le Trastevere, avec ses ruelles colorées et agréables, ses petits restaurants et ses bars. Ils étaient ensuite revenus à pied et s'étaient arrêtés à la fontaine de Trévi. À cette heure tardive, il était plus facile de l'approcher que dans la journée, où des centaines de touristes étaient toujours agglutinés tout autour. L'éclairage ajoutait encore à la beauté de ce monument emblématique de la ville éternelle. Il leur fallut ensuite encore un quart d'heure de marche pour rentrer à la Villa Médicis. Les jours suivants, ils continuèrent à flâner dans Rome, passant à proximité des incontournables sites de la ville qu'ils avaient déjà visités auparavant avec leurs parents respectifs, Colisée, Panthéon, Basilique Saint-Pierre et Musée du Vatican, avec notamment la chapelle Sixtine et autres Piazza di Spagna, di Navona, et juste à côté la Piazza di Campo di Fiori. Mais Alex avait redécouvert Rome sous un nouveau jour, à travers les yeux d'Elena, qui l'avait emmenée à la roseraie communale de Rome, proche du cirque Maxime, puis sur la colline de l'Aventin jusqu'à la place Pietri di Liria au jardin des Orangers, d'où on pouvait admirer le panorama sur la ville et surtout la coupole de la basilique Saint-Pierre à travers un trou de serrure Il Buco della Selatura, qu'il connaissait déjà aussi. Sa jeune épouse lui avait aussi fait découvrir le Quartiere Copede, un quartier très fantaisiste où l'architecte avait mélangé les styles art nouveau, baroque et médiéval. Cette mixité lui donnait une atmosphère de conte de fées, tant les détails des édifices étaient complexes et les sculptures étonnantes. Elle avait aussi emmené jusqu'à l'église Santa Maria in Cosmedin, mais uniquement dans le portique, pour lui montrer la bouche de la vérité, un masque de marbre devenu une attraction populaire. Elle lui avait expliqué que si une personne mettait sa main dans cette bouche et disait un mensonge, le masque lui arrachait la main. Alex avait alors mis sa main dans la bouche du masque en regardant sa femme au fond des yeux et lui avait alors dit qu'il l'aimait plus que tout au monde. De son côté, il l'avait entraînée sur la Via Appienne, une voie pavée, mais surtout une des plus anciennes et des plus importantes routes romaines. Pour ce faire, ils avaient loué des vélos pour apprécier ce site bordé de tombes, de ruines de villas et de monuments antiques, vestiges du passé fascinant de Rome. Ils avaient pu explorer la campagne environnante. Le jeune couple avait également fait l'ascension du mont Janicule pour le point de vue splendide sur la ville éternelle. Alex avait montré à Elena comment boire aux fontaines de Rome. Elle ne s'était jamais posé la question de ce trou sur ces fontaines dont l'eau est potable. Alors pourquoi acheter des bouteilles d'eau au prix fort et qui en plus polluent la nature? Comme Éléonore, Elena adorait les glaces italiennes et cela amusait beaucoup son mari de l'avoir testé toutes sortes de parfums qu'il testait d'ailleurs souvent à deux. De son côté, Alex lui avait fait goûter les carciofi alla romana, les soupli, mais surtout le maritozzo, un petit pain légèrement sucré au miel et rempli de crème fouettée avec des noisettes ou de l'écorce d'orange, ou bien de glace à la vanille. Le dernier soir, le couple avait de nouveau dîné dans un petit restaurant du Trastevere. Le couple attirait les regards. Les femmes avaient repéré cet homme séduisant au regard bleu magnétique, et les hommes lorgnaient sur cette très jolie fille aux cheveux châtains que le soleil avait illuminés de reflets dorés et aux magnifiques yeux émeraudes. Mais ils n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. Lundi 21 juillet 2031. Le mercredi 16 juillet, ils avaient quitté Rome pour Florence. Elena, qui adolescente avait été séduite par la ville des Médicis, la connaissait bien, Alex beaucoup moins. En dehors du musée des Offices, du Duomo et du Palazzo Vecchio et du Ponte Vecchio, classiques et incontournables, ils avaient évité les endroits trop touristiques. Alex avait eu toutefois un coup de cœur pour le plafond baptistère de la cathédrale. Pris d'émotion, il avait parcouru des yeux les splendides carreaux byzantins, les murs de marbre décorés, et plus son regard montait au ciel, plus la splendeur lui avait éclaté au visage. C'est pourtant au sommet du campanile qu'ils prirent une claque tous les deux. Florence s'y était offerte sous un jour différent. Le Duomo, tout proche, avait pris une dimension impressionnante. Les monuments de la ville se détachaient, créant sous leurs yeux un tableau digne des plus grands maîtres. À leur habitude, ils déambulèrent dans les ruelles calmes et colorées de San Lorenzo, dans les nombreux parcs recherchant le contact avec la nature. La jeune femme aimait les quartiers plus populaires mais authentiques de Florence, comme l'Oltrarno,
sur la rive gauche de l'Arno, avec le Palais Pitti et le jardin de Boboli, un quartier très vivant avec ses ruelles étroites. Elle avait converti Alex à ses flâneries dans les venelles labyrinthiques qui cernaient le Palais Pitti, le nez au vent, s'émerveillant devant les façades florentines aux couleurs du soleil. Parmi ces lieux privilégiés de promenade, il y avait le Giardino Baldini, moins connu que les jardins de Boboli, mais plus intime, avec de minuscules grottes, des recoins tranquilles dont ils avaient largement profité avant d'aller prendre un espresso au Café House historique situé au sommet du jardin. Dans l'Oltralno, elle avait fait goûter à Alex le fameux sandwich apprécié des Florentins, le sandwich au lampredotto, dans un trippaio traditionnel, c'est-à-dire un stand de nourriture à base de tripes. Peu enthousiasmé, il avait néanmoins cédé à sa jolie femme, rien que pour lui faire plaisir, et testé le lampredotto, constitué par la caillette, une des 4 poches de l'estomac des bovins, cuits dans un bouillon avec des herbes, coupées en fines tranches et placées dans un petit pain imbibé de bouillon, avec un choix de sauce d'accompagnement. Cela ressemblait à un sandwich aux tripes. Il avait en revanche beaucoup plus apprécié le couloir Vasari, la passerelle privée qui permettait aux Médicis de se déplacer entre les bureaux du Palazzo Vecchio et leur résidence du Palazzo Pitti. Pour l'emprunter, Elena s'y était prise à l'avance et avait pris rendez-vous. Ils avaient accédé à ce passage long de plus d'1 kilomètre par une cage d'escalier cachée depuis le musée des Offices. Le jeune urgentiste avait été surpris d'y voir une vaste collection d'autoportraits d'artistes de la Renaissance jusqu'au XXe siècle, ainsi qu'une fascinante collection de portraits miniatures. Il avait aussi bénéficié de la vue privée de l'église Santa Felicita, comme les Médicis à l'époque. Le couple était aussi allé admirer le coucher de soleil depuis le sommet de la colline surplombant l'Arno, sur l'esplanade de la Piazzale Michelangelo. Ils étaient restés enlacés pour voir le ciel s'embraser et venir iriser les toits de tuiles des immeubles de la ville des Médicis. Le soleil était ensuite venu effleurer le sommet du Duomo et accrocher une brume colorée sur les montagnes dans le lointain. Ils avaient loué une voiture pour aller visiter Sienne. Ils l'avaient garée au niveau du stadium. En arrivant aux abords des remparts, ils avaient eu droit à de belles perspectives de toits et de monuments. Le couple était entré par la Piazza San Domenico et s'était enfoncé dans les méandres d'une Sienne préservée. Ce qui les avait d'abord frappés, c'était l'ocre omniprésent qui recouvrait le centre historique. Toutefois, en y regardant de plus près, il y avait 1001 nuances de ce ton chaud sur les façades des maisons et des palais, datant pour certains du XIIIe siècle. Ils avaient pris plaisir à flâner dans les ruelles bordées de vieux immeubles de plusieurs étages, confirmant que Sienne était une des villes les plus importantes de l'Empire romain. Certains bâtiments avaient gardé la brique comme simple apparat, d'autres avaient enduit leurs façades d'aplats de couleurs douces et apaisantes. L'extérieur du Duomo, un joyau de l'architecture toscane, les avait moins impressionnés que celui de Florence, mais le plus spectaculaire était à l'intérieur, avec son pavement couvrant tout le sol de l'édifice et entièrement constitué de marqueteries de marbre figuratives, avec plus de 60 scènes représentant les Sibylles, les vertus et des allégories de l'Ancien Testament. Ce pavement, lorsqu'ils avaient visité la cathédrale, était recouvert dans les zones les plus fréquentées par des feuilles de maçonnite. Cette protection n'était enlevée qu'une fois par an, pendant 1 mois environ, entre septembre et octobre. Leur promenade s'était poursuivie avec sa Piazza del Campo, sa Fonte Gaia et son immense tour, la Torre del Mangia, qui semblait veiller sur la cité. Calme au moment de leur visite, la place entourée de grands palais, avec son sol incliné comme un coquillage vers le palais public, s'était transformée fin juin début juillet en arène furieuse avec le célèbre Palio, et redeviendrait aussi agitée à la mi-août. Derrière la torre se trouvait le quartier du marché, où les couleurs et la vue sur la campagne avaient changé l'ambiance en quelques pas. Les petites ruelles avec des loggias Renaissance, des palais privés débouchaient sur des petites places, avec des églises baroques. Mais ce qu'ils voulaient voir, c'était San Gimignano, la ville aux 1000 tours. Pour y accéder, Alex avait retrouvé l'ambiance montagne avec les virages en épingle à cheveux qui serpentaient à travers les vertes collines toscanes. La silhouette de la ville apparaissait au loin et était saisissante, avec les 14 tours médiévales qui se détachaient dans le ciel azur, dont la plus grande, la Torre Grossa. Ils avaient apprécié l'ambiance médiévale, avec les maisons aristocratiques historiques et les hautes tours dégageant une atmosphère unique. Alex et Elena avaient découvert autre chose que les fameuses tours, comme la Piazza della Cisterna, avec ses cafés chaleureux, ses glaciers, ses belles petites boutiques et surtout
sa belle fontaine médiévale en pierre, mais aussi la Piazza del Duomo, avec la Torre Grossa, la mairie, la collégiale de Santa Maria Assunta. Ils avaient pris ensuite les petites routes de campagne pour rentrer sur Florence. La partie entre San Gimignano et Greve in Chianti était particulièrement belle, avec ses paysages vallonnés et ses vignes à perte de vue. Ce lundi 21 juillet, ils quittaient Florence pour Venise par le Frecciarossa de 11h20. Peu après 13h, ils étaient arrivés dans la cité des Doges. Un coup de vaporetto plus tard, ils étaient à leur hôtel à 400 mètres du centre. Alex avait réservé dans le même hôtel que ses parents 30 ans auparavant. Ils étaient un peu en avance, aussi avaient-ils laissé leur valise à la réception et étaient partis à la recherche d'un endroit où déjeuner, puis avaient flâné dans les ruelles ensoleillées avant de retourner à l'hôtel. Le jeune couple prit possession de sa chambre à sa manière. Elena portait une courte robe d'été qu'Alex eut tôt fait de lui enlever pendant qu'elle déboutonnait la chemise du jeune homme, puis l'en débarrassait. Il la renversa sur le lit, se débarrassa de leurs derniers vêtements et s'allongea sur elle. Avec sa langue, il lui entrouvrit les lèvres et explora sa bouche. Elena sentait son sexe durcir contre son ventre. Elle le fit basculer sur le dos. Ses lèvres effleurèrent son cou, puis descendirent de plus en plus, provoquant chez Alex des sensations fulgurantes. Quand il sentit qu'elle prenait son membre en érection dans sa bouche, il gémit de plaisir. Elena le caressa ainsi jusqu'à ce qu'elle le sente à la limite d'exploser. Elle s'installa alors au-dessus de lui, mais lui aussi avait envie de l'explorer et de retrouver le goût qu'il aimait. Il la ramena vers lui, afin de la fouiller de sa langue, à la recherche du petit bourgeon érectile. Elle étouffa un cri et s'offrit complètement. Il chatouilla le clitoris durci d'un petit coup de langue, puis plongea dans la fente qui ne demandait qu'à l'accueillir. Des vagues de plaisir se propagèrent dans tout le corps d'Helena, dont la respiration devint haletante. Ces gémissements excitèrent Alex, qui de nouveau la souleva légèrement pour s'enfoncer profondément en elle. Il la regarda et son excitation grandit encore. Le dos arqué, les yeux fermés, elle se soulevait puis redescendait, et son visage exprimait un plaisir intense. Alex levait les hanches pour venir à sa rencontre, prête à céder sous l'extase, incapable de maîtriser un désir si intense. Helena se souleva une fois encore, puis redescendit, atteignant en même temps que lui un puissant orgasme qu'ils accompagnèrent de cris de jouissance irrépressibles. Elle resta longtemps allongée sur lui, à frémir sous ses caresses, avant de rouler sur le côté. Elle s'accouda pour le regarder et le caresser. « Je t'aime, Alex Vass. Toi seul me comble sur tous les plans. Mais j'ai toujours peur que tu te lasses. Je ne me lasserai pas de toi, ça n'arrivera jamais. Je suis accro à toi, Helena. Et moi à toi. » L'heure du dîner approchait. Il fallait songer à se préparer. Elle mit une robe rouge avec un décolleté en V profond devant, dont les bretelles se croisaient derrière, laissant son dos nu. À ses oreilles, elle avait mis les pendants en émeraude et diamants art déco, assortis à sa bague de fiançailles. Légèrement maquillée, les cheveux libres, elle était sublime, et le regard admiratif d'Alex lui confirma. Il ne fut pas le seul de cet avis. Les regards des hommes en disaient long, tout comme certains regards de femmes qui lorgnaient le jeune homme. Le couple suivit le serveur qui leur montrait le chemin vers leur place. À la table d'à côté se trouvait un jeune homme brun aux yeux bleus, seul. Son regard croisa celui d'Alex, qui lui dit bonsoir en italien. Bonsoir, répondit l'homme en anglais avec un fort accent américain. Votre visage ne m'est pas inconnu. Votre nom ne serait pas Vass? Oui, effectivement, Alexandre Vass. Le fils de François et Éléonore, s'exclama l'homme. Vous êtes le sosie de votre père, les cheveux un peu plus clairs cependant. Permettez-moi de me présenter, ajouta-t-il en se levant la main tendue. Jordan Wharton, photographe à New York et petit-fils de photographe, puisque mon grand-père est Alan Wilson. Enchanté, répondit Alex en lui serrant la main. Mais Alan était avec nous il y a encore quelques jours. Oui, à Ischia, pour votre mariage, répondit Jordan Wharton. Et il y passe tous ses étés. J'imagine que vous êtes en voyage de noces? Effectivement. Et voici ma femme, Helena. Le jeune homme se leva et serra la main à Helena. Il semblait subjugué par les yeux verts de la jeune femme, dont la couleur ressortait encore plus avec le maquillage rouge des lèvres. Je suis enchanté de vous connaître, Mr. Wharton. Je vois que chez les Vass, on choisit toujours des femmes magnifiques.
Alex, votre ressemblance est troublante avec votre père, et je dois dire que la beauté de votre femme égale celle de votre mère dans un genre un peu différent, sauf les yeux verts. En tout cas, félicitations à tous les deux. Et du coup, je n'ose pas vous inviter à ma table, vous préférez sans doute rester tous les deux. Helena regarda Alex avec un grand sourire. Ses yeux parlaient pour elle. L'Américain s'aperçut que ces deux-là n'avaient pas besoin de parler pour se comprendre. « C'est vrai que c'était notre intention, dit-elle. Mais j'imagine que vous avez beaucoup de choses à vous raconter. Aussi, je n'y vois pas d'inconvénient. Le but des voyages, c'est aussi de rencontrer d'autres personnes. Puisque ma ravissante femme est d'accord, nous acceptons votre invitation, Jordan. » Le photographe est là le serveur afin qu'il réunisse les deux tables pour n'en faire qu'une pour 3 personnes. Vous savez que ce sont les photos de vos parents faites par mon grand-père qui m'ont donné envie de devenir photographe. Ils ont été ses modèles favoris pendant toutes ces années. Ils étaient si photogéniques tous les deux. Et vous, vous êtes vraiment superbes aussi tous les deux. Je suis quasi certain que je pourrais faire de sublimes clichés avec vous deux. Vous êtes beaux et il y a ce petit quelque chose qui irradie lorsque vous vous regardez, pensa-t-il. Pendant le repas, le photographe chercha à en savoir plus sur eux et vice-versa. Ils étaient du même âge, à peu de choses près, et sympathisèrent rapidement. Le photographe était à Venise pour son travail. À la fin du repas, les jeunes mariés quittèrent leurs nouvelles connaissances et se rendirent sur la place Saint-Marc toute proche. Les touristes venus pour la journée étaient repartis et la nuit avait envahi les canaux. Les ruelles avaient retrouvé leur calme. Comme chaque soir, la place Saint-Marc était animée par les orchestres des cafés. Il faisait bon s'y promener, la main dans la main. L'ambiance était à la fois festive et romantique, avec les jeux de lumière des réverbères. Helena et Alex furent attirés par une musique en particulier, Shallow, jouée à la guitare et clavier. Les yeux dans ceux de sa femme, Alex l'attira à lui et se mit à danser. La jeune femme suivit le mouvement qui l'impulsait. Leurs corps se mouvaient en harmonie sur une rumba sensuelle. Ils n'avaient pas l'air de remarquer les personnes qui les regardaient. Depuis qu'ils avaient quitté l'hôtel, Jordan les avait suivis de loin, espérant avoir la même aubaine que son grand-père 30 ans auparavant. Et là, sur la place, avec les lumières, cette danse le subjugua. L'histoire semble se répéter, se dit-il. Voyons si ces deux-là sont aussi photogéniques. En tout cas, ils sont très naturels. Lorsque la musique s'arrêta, ils s'embrassaient. Puis ils s'éloignèrent vers les ruelles sombres. Le photographe les suivit à distance. Ses semelles ne faisaient aucun bruit. Le couple échangeait en français. Jordan ne le parlait pas très bien, mais saisissait des bribes de leur conversation. « Je t'aime, Helena Vass. Je suis red dingue de toi depuis plusieurs années déjà. J'ai même l'impression que c'est de pire en pire. »« Red dingue » lui répondit-elle en se collant à lui et en le faisant reculer sous un porche dans l'obscurité. « Vraiment ? Laisse-moi vérifier. » Elle chercha ses lèvres pour un long baiser. Le désir qu'il avait d'elle ne faisait aucun doute. « Tu es convaincu ?» dit Alex. « Absolument, docteur. C'est un code 1. Il faut agir en urgence. » Wharton s'était dissimulé dans un renfoncement. Il n'osait pas bouger. Le photographe entendit des bruits de froissement de tissu et des gémissements qui en disaient long sur l'activité du couple. « C'est français, vraiment, pensa-t-il. J'en profite pour me sortir de là pendant qu'ils sont occupés. » Il quitta sa cachette sans bruit et revint vers la place Saint-Marc, où il traîna un peu et rentra à l'hôtel par une autre ruelle. Juste après la réception, il les aperçut montant l'escalier vers leur chambre. Ils étaient voisins, comme son grand-père l'avait été autrefois, avec François et Éléonore. Mardi 22 juillet 2031. Pour leur première vraie journée, ils étaient partis à la découverte du Dorso Duro, un des quartiers les plus artistiques de la ville et sans conteste le plus bohème, après avoir fait un tour sur le marché de Rialto pour son animation, ses couleurs et ses saveurs. La jeune femme, dans une robe portefeuille orange et chaussée de sandales plates blanches lacées, ne passait pas inaperçue, et Alex, qui la tenait par la taille, ne pouvait s'empêcher de resserrer son étreinte quand certains regards devenaient trop insistants. Le couple avait visité au passage l'église San Pantalone et s'était posé pour un verre dans un bar du Campo Santa Margherita. Au hasard des ruelles, au niveau de la Ca Macana, ils étaient tombés sur une boutique de masques de carnaval, fabriqués artisanalement. L'accueil y avait été chaleureux,
et ils avaient pu essayer des masques et même visiter l'atelier de fabrication avant de craquer l'un pour un masque Docteur de la Peste et l'autre pour un masque Volto. Alex et Elena étaient ensuite revenus vers le Rio San Barnaba, qu'ils avaient traversé par le Ponte San Isepo pour se diriger vers le Campo San Barnaba. Un vendeur de fruits et légumes tenait commerce sur une barque amarrée le long du canal, et la voile de son bragozzo servait d'abri contre le soleil. Le couple avait ensuite emprunté un escalier longeant l'église San Barnaba, dont la masse dominait le campo éponyme avec son puits central typique des places vénitiennes. Cette place, souvent utilisée pour les tournages de cinéma, était entourée de jolies boutiques de masques et de bars avec terrasses. Le secteur était très calme et peu touristique, un endroit pour les photographes. En traversant le Grand Canal au niveau du pont de l'Accademia pour rejoindre le quartier de San Marco, les amoureux avaient retrouvé les hordes de touristes. Au bout de la place Saint-Marc, ils avaient embarqué sur le Vaporetto à destination de Murano. Ils s'étaient baladés en quête d'un restaurant le long des canaux de Murano. Mais c'est sur le Campo San Bernardo qu'ils avaient trouvé leur bonheur. Puis ils avaient visité le musée du verre, étaient entrés chez un verrier pour une démonstration de soufflage avant de reprendre le Vaporetto pour Burano. Le décor du village était très différent, avec ses maisons de pêcheurs très colorées. Ils se perdirent à loisir dans les ruelles, firent une halte pour manger une glace italienne, le péché mignon d'Elena, puis reprirent le Vaporetto pour revenir vers Venise. Burano était bien plus éloigné de la cité des Doges que Murano. Aussi, pendant l'heure de trajet, ils restèrent enlacés à échanger baisers et mots d'amour, les yeux dans les yeux. Le photographe américain les avait suivis toute la journée, sans qu'ils s'en rendent compte. Il avait même réussi à se glisser dans la boutique de masques sans se faire repérer. Ils étaient ensuite rentrés se changer pour le dîner. Quand Alex vit sa femme dans sa robe bustier vert émeraude, il l'avait trouvée éblouissante. Après le dîner, comme la veille, ils allèrent se balader sur la place Saint-Marc. Jordan Wharton n'était pas bien loin. Quand un des orchestres se mit à jouer « Can't Help Falling in Love with You » au piano et violoncelle, le couple ne résista pas à l'envie de danser et offrit encore au photographe de sublimes images. Mais contrairement à la veille, ils rentrèrent ensuite sagement par les ruelles jusqu'à l'hôtel, et Jordan se rendit compte que l'insonorisation n'était pas parfaite, car il les entendit, bien malgré lui, faire l'amour une partie de la nuit. Vendredi 25 juillet 2031. Le mercredi matin, ils avaient visité la Galleria dell'Accademia, avant d'aller jusqu'à la basilique Santa Maria delle Salute, puis se baladèrent jusqu'à la pointe de la douane, en longeant les Zattere, qui font face à l'île de la Giudecca, et dont les larges quais étaient tournés vers la lumière, alors que les étroites ruelles du centre-ville pouvaient être sombres. La lumière n'attirait d'ailleurs pas que les flâneurs, mais aussi les peintres et les écrivains. Après avoir visité l'église de la Salute, ils avaient poussé jusqu'à un chantier naval où étaient encore fabriquées des gondoles selon les techniques ancestrales, avant de revenir vers le pont de l'Accademia. Après avoir déjeuné dans un petit restaurant entre la place Saint-Marc et le pont de Rialto, ils se baladèrent entre le quartier de San Marco et du Castello, où ils visitèrent le palais Grimani. Ils étaient absolument seuls pour admirer l'architecture splendide du lieu et une belle exposition d'estampes japonaises. Après une glace italienne, ils avaient rejoint leur hôtel. Ils étaient rentrés pour dîner tôt. Elena avait troqué sa petite robe multicolore en manchure américaine et à motif géométrique contre la robe blanche qu'elle portait lors de son mariage civil, car après dîner, ils avaient sacrifié à la tradition de la balade en gondole au coucher du soleil. Wharton s'était régalé à les suivre pour de nouveaux clichés. Les précédents étaient sublimes. Il s'en était douté dès qu'il les avait vus tous les deux. Ils étaient aussi photogéniques et naturels que les parents d'Alex. Il avait saisi beaucoup de moments ordinaires, mais aussi des moments intenses entre eux, des regards échangés, des baisers, des caresses furtives. Il lui avait offert une nouvelle danse sur la place Saint-Marc, sur From This Moment, jouée au saxophone par un des orchestres. C'était devenu leur rituel du soir, comme cela avait été celui des parents d'Alex avant eux. Le lendemain, ils avaient emprunté le pont de Rialto pour se rendre dans le quartier de Santa Croce, où ils admirèrent le palais Ca' Pesaro, abritant un musée d'art moderne, le Fondaco dei Turchi et l'église de San Stai, avant de faire une pause dans les jardins de Papadoli, dans lesquels ils avaient flâné, la main dans la main, loin de l'agitation pour un moment.
Elena était une nouvelle fois ravissante, dans une longue robe fleurie sur fond blanc, laissant son dos nu et fendu sur un côté, laissant voir ses longues jambes bronzées lorsqu'elle marchait. Alex suscitait autant d'intérêt que sa femme. Jordan Wharton, qui ne le lâchait pas d'une semelle, pouvait aisément se dissimuler derrière les arbres pour ses photos volées. Il avait ainsi saisi quelques clichés de baisers de tendresse sur un des bancs du parc. De là, ils avaient pris le Vaporetto pour rejoindre le quartier de Canareggio et l'ancien ghetto juif. Ils avaient traversé les canaux parallèles jusqu'à trouver l'église de Sant'Alvise. Dans ce secteur, il y avait peu de touristes. Ils avaient donc particulièrement apprécié le charme du quartier, d'autant plus qu'après cette parenthèse de calme, ils avaient rejoint le secteur de la Cadoro, un des palais les plus connus de la Sérénissime sur la très touristique Strada Nuova. Après le déjeuner pris dans un petit restaurant choisi au hasard, leur balade dans le quartier de San Paolo les avait conduits sur le Campo San Polo, où ils avaient visité l'église du même nom, ainsi que plus loin l'église Santa Maria dei Frari, qui abritait notamment l'Assomption et la tombe du Titien. Ils avaient eu l'impression d'être à la campagne. Les grands arbres donnaient à cet endroit un côté village. Les enfants jouaient dehors ou apprenaient à faire du vélo. Des anciens papotaient assis sur un banc ou sous une tonnelle recouverte de vignes que les pigeons venaient picorer. Ils étaient rentrés à l'hôtel assez tôt, et le photographe comprit vite pourquoi. D'ailleurs, quand ils étaient descendus pour le dîner, ils étaient très détendus et portaient encore sur leur visage les marques de leurs ébats. Elena était plus belle que jamais, dans la robe courte asymétrique drapée indigo qui faisait partie des tenues d'Éléonore que Lisa avait donnée à la jeune femme. Coiffée d'un élégant chignon banane, elle avait mis à ses oreilles des pendants en perles et diamants venant aussi de sa belle-mère. Elle avait organisé une surprise pour le 28e anniversaire de son Alex, en demandant au chef de lui faire un gâteau d'anniversaire à base de tiramisu, son dessert préféré. Ce soir-là, ils avaient dansé un tango argentin torride sur El Tango de Roxane et une samba sur Shape of You, jouée par un quatuor à cordes sur la place Saint-Marc. Avant d'enchaîner avec une nuit torride, leur voisin de chambre avait fini par acquérir des boules quies qu'il mettait pour pouvoir dormir dès qu'il entendait les premiers gémissements. Ce vendredi avait été consacré au secteur du Castello, où se trouvait leur hôtel. Ils avaient flâné dans les ruelles pittoresques jusqu'à la gigantesque église San Francesco della Vigna. Comme ils s'arrêtaient souvent dans les églises, cette fois, au lieu d'emmener un foulard pour couvrir ses épaules, Elena avait préféré mettre une robe portefeuille à manches courtes, verte à pois blancs, bordée d'un volant. En chemin, ils avaient fait une rencontre étonnante, le bateau corbillard. À Venise, tout se passait sur l'eau. Puis ils avaient déambulé au hasard le long des canaux à proximité de l'Arsenal, où ils déjeunèrent avant de longer le Rio dell'Arsenale et de revenir vers la lagune. De là, ils avaient parcouru la via Giuseppe Garibaldi, les ruelles alentour, jusqu'à l'église San Pietro di Castello. Ils étaient rentrés avant 17 heures. En rentrant dans leur chambre, ils s'étaient mis à l'aise pour une séance de méditation en couple. Ils ne l'avaient pas fait depuis longtemps. Leur voisin faisait du tri dans ses clichés et s'était étonné du silence. Ils s'étaient habitués aux manifestations du couple lors de leurs ébats. Mais faire un choix dans tous les clichés qu'il avait faits allait être compliqué. Ces nouveaux modèles étaient parfaits et toutes les photos étaient exploitables. Des gémissements le sortirent de ses réflexions. Et c'est reparti pour un tour, ou 2, voire 3, s'était-il dit avec un sourire. Lorsque Jordan les vit descendre tous les deux pour le dîner, ils étaient d'une élégance rare. Ce soir-là, Alex avait revêtu un smoking et Elena portait une époustouflante robe du soir noire, très décolletée devant, mais encore plus derrière et largement fendue sur le côté. Elle avait couvert ses épaules d'une étole en soie de la même couleur. Son chignon banane était retenu par un peigne avec des émeraudes, les mêmes pierres ornaient ses oreilles et son cou. Ils avaient manifestement programmé quelque chose. Ça, Jordan ne l'avait pas anticipé. Comme tous les soirs depuis leur arrivée, ils dînaient ensemble. Il fallait qu'ils sachent. « Bonsoir les amoureux, dit-il en les voyant s'approcher. Vous êtes très élégants, une occasion spéciale ?»« Oui, nous allons voir la Traviata à la Fenice, répondit Alex. Nous sommes tous les deux musiciens, et un concert dans un des 3 temples italiens de l'opéra, ça s'impose. Vous avez tout à fait raison. Excusez-moi un instant, je reviens de suite. Si le serveur vient, vous lui commandez un spritz pour moi ? Ok.
Jordan s'empressa d'aller sur le site du théâtre pour obtenir un billet, puis revint vers les jeunes mariés et trinquèrent avec eux. L'extérieur du théâtre de la Fenice, comparé à l'Opéra Garnier, paraissait moins luxueux sur sa minuscule piazzetta. La façade, avec son phénix et sa couronne de laurier, encadrant les deux muses Terpsichore et Melpomène, avec son marbre blanc et ses colonnes, rappelait de prime abord l'architecture typique des villas italiennes. Mais quand Elena et Alex découvrirent l'intérieur fastueux du théâtre, il leur sembla magique, un véritable chef-d'œuvre. L'opéra comptait 166 loges, disposées sur 5 niveaux, dont la loge impériale, magnifiquement décorée et réaménagée en l'honneur de l'empereur Napoléon. La grande scène arborait des couleurs rouges et or spectaculaires. Elle avait été restaurée de manière identique à l'original après l'incendie de 1996. Les deux jeunes mariés étaient éclatants de beauté et dans ce décor, Jordan Wharton put réaliser des clichés incroyables, d'autant qu'il avait réservé une loge très bien placée. Le couple arriva plus tard sur la place Saint-Marc pour y boire un dernier verre en terrasse. Lorsqu'Elena posa son étole sur le dossier de sa chaise, les clients présents, surtout masculins, n'eurent pas les yeux assez grands, ce qui amusa beaucoup Alex. Les deux amoureux dansèrent une rumba sur Crazy in Love par un quatuor à cordes et un cha-cha-cha sur Mambo Italiano au piano. Samedi 26 juillet 2031. Ils avaient attendu leur avant-dernier jour à Venise pour vraiment visiter la place Saint-Marc. Ils avaient commencé par monter en haut du campanile pour une vue spectaculaire sur la Sérénissime et la lagune. Puis, de retour en bas, après avoir emprunté le pont des Soupirs, ils visitèrent le palais des Doges et la basilique Saint-Marc. De bonne heure le matin, il n'y avait pas de queue. Ils avaient ensuite profité du calme des Giardini Reali. Cette fois, Elena avait misé sur une longue robe turquoise, avec un imprimé tropical et d'élégantes sandales blanches lacées. Quoi qu'elle porte, Alex la trouvait superbe, et il n'était pas le seul. La jeune femme ne semblait pas s'en rendre compte, mais elle avait une élégance naturelle, une silhouette parfaite, un port altier qui la distinguait parmi les autres femmes d'emblée. Certes, sa beauté racée avait séduit Alex, mais ce n'est pas ce qui était le plus important à ses yeux. Ce qui l'avait conquis, c'était sa beauté intérieure. Elle était enthousiaste, sociable, humble, empathique et intègre. Comment ai-je pu être attirée par Alice, qui n'a quasiment aucune de ces qualités? Même physiquement, elle ne pouvait supporter la comparaison avec toi, mon amour, se dit-il alors qu'ils étaient tous les deux assis sur un banc à l'ombre enlacés. Pour ce dernier jour, ils avaient décidé d'aller passer l'après-midi sur l'île du Lido, sur une des longues plages de sable fin, avec de belles dunes naturelles, une eau transparente et ses bungalows colorés, loin du tumulte touristique. Ils prirent donc le vaporetto pour s'y rendre. Alex avait réservé le restaurant, car l'adresse était connue. Ils commandèrent une cassopipa pour eux deux, sans savoir que 30 ans avant eux, Éléonore et François avaient fait la même chose. En dessert, ils choisirent leur dessert préféré, un tiramisu. Ils s'attirèrent tout de suite la sympathie des serveurs, sensibles à leur charme naturel et à leur bonne humeur. Ils n'avaient jamais de difficulté à engager la conversation avec les personnes qu'ils rencontraient. Ils prirent leur temps, discutant avec le personnel, curieux de savoir de quel pays venaient ces deux touristes, qui parlaient aussi bien italien. Ils furent moins étonnés quand les amoureux les informèrent de leur ascendance transalpine à tous deux. Le couple se rendit ensuite sur la plage Alberoni, le plus près possible de la Pinède, une aubaine pour Jordan qui pouvait s'y dissimuler. Ils se jetèrent à l'eau et chahutèrent comme deux gamins. Ils s'allongèrent ensuite sur leurs serviettes. Elena s'était allongée sur le dos. Alex, couché sur le côté, la contemplait avec amour, effleurant les contours de son corps bronzé et sublimé par un bikini étonnamment assorti à sa robe. Au bout d'un moment, il posa la tête sur le ventre de sa femme, qui se mit à passer ses doigts dans ses boucles éclaircies par le soleil, à effleurer ses épaules et son dos. Il frémit et dut changer de position pour se mettre sur le ventre, pour dissimuler sa réaction systématique aux caresses d'Elena. Après quelques respirations profondes, il se redressa pour l'embrasser avant de se remettre sur ses pieds. « Tu reviens dans l'eau avec moi ?» demanda-t-il avec une lueur dans le regard qu'elle connaissait bien. Elle lui tendit les mains et il l'attira à lui, avant de l'entraîner en courant dans l'eau. Mais il s'éloigna rapidement. Il cherchait manifestement à la défier. Elle le rattrapa rapidement et s'agrippa à son cou en roulant ses jambes autour de sa taille.
Ils s'embrassèrent et se caressèrent longuement avant de se séparer. « J'hallucine ou ils viennent de le faire sous mes yeux dans l'eau ?» se demanda le photographe. Après une compétition de natation entre eux sans qu'il y ait de vainqueur, ils revinrent sur leurs serviettes pour se sécher au soleil. Vers 17 heures, ils se rhabillèrent, ramassèrent leurs affaires et reprirent le vaporetto pour rentrer à l'hôtel. Ils prirent leur douche ensemble avant de finir sous les draps, avant de dîner sans Jordan Wharton qu'ils n'avaient pas vu de la journée. Comme chaque soir, ils se rendirent place Saint-Marc pour la dernière fois. Helena avait mis une robe violette avec des bretelles croisées dans son dos nu. Ils dansèrent une valse sur Ti Amo par un quatuor à cordes, un American Smooth sur Kissing You au piano et au violoncelle, et une rumba sur She's the One au piano et violon. Alex était très ému à l'issue de cette dernière danse, au point d'en avoir les larmes aux yeux. Helena s'en aperçut aussitôt et s'inquiéta. « Que se passe-t-il, mon amour? Tu as l'air bouleversé. »« Rien de grave, je t'assure, ça va passer. »« Dis-moi ce qui ne va pas. »« Tout va bien, chérie. C'est juste cette chanson. »« Laquelle? She's the One ?»« Oui. Cette chanson, Robbie Williams l'avait dédiée à ma mère. Il l'a révélée à mon père lors de la cérémonie d'inhumation devant toute l'assemblée, avant de la chanter. »« Ta mère connaissait Robbie Williams ?» Ils avaient travaillé ensemble en 1992 et Robbie était tombé amoureux d'elle. Ma mère ne le considérait que comme un petit frère turbulent, disait-elle. Il avait eu du mal à l'accepter, mais ma mère et lui étaient restés amis et il l'appelait chaque début d'année. Le seul homme que ma mère ait jamais aimé, c'est mon père, et c'était réciproque. Ils se sont aimés follement jusqu'à la mort de maman et au-delà pour mon père. Toi aussi, tu es le seul homme que j'aime. Et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, Alex Vass, dit Helena en l'embrassant. Mon Helena, tu es et resteras mon seul amour. Je t'aime, et ces mots ne suffisent même pas pour exprimer ce que je ressens vraiment. Ils restèrent serrés l'un contre l'autre, leurs bouches scellées en un très long baiser pendant un très long moment. Puis ils repartirent par les ruelles vers l'hôtel. Jordan Wharton ne chercha pas à passer inaperçu, car cette fois, il voulait leur parler. Cependant, ils ne le virent pas quand il les dépassa. Ils s'étaient arrêtés sous un porche pour s'embrasser de nouveau et étaient bien trop occupés. Quand ils pénétrèrent dans l'hôtel, il était à la réception. « Bonsoir les amoureux. Ça y est, c'est la dernière soirée. »« Oui, nous repartons demain matin tôt. »« Le seul problème, c'est que j'ignore la destination, dit Helena en regardant Alex avec son sourire désarmant. « C'est une surprise, donc je ne dirai rien, même sous la torture, répondit-il en riant. « Pas besoin de torture. En tant qu'anesthésiste, je peux t'hypnotiser, dit-elle du tac au tac. « Tu n'oseras pas, ajouta-t-il en l'embrassant. Puis il se tourna vers Jordan. « C'est dommage, tu n'étais pas là pour notre dernier dîner. »« Le travail, répondit l'Américain. « Mais nous pouvons prendre un dernier verre. J'ai des choses à vous dire. Venez. » Il les précéda jusqu'au bar de l'hôtel. Alex passa son bras autour de la taille de sa femme et ils le suivirent. « Bien, vous savez que je suis venu à Venise pour mon travail de photographe et que je suis les traces de mon grand-père, dont les livres et les expositions ont influencé mes choix professionnels. Comme lui, j'aime les photos de paysages urbains ou ruraux, à condition d'y mettre aussi de la vie. Avant que vous arriviez, j'avais pris pas mal de clichés de Venise, qui a changé depuis que mon grand-père a fait son livre avec tes parents, Alex. Mais mon projet a vraiment pris forme quand je vous ai vus arriver tous les deux. Je commence à deviner ce que tu vas nous dire, dit Alex. Comme ton grand-père, tu as pris des photos de nous en douce. Exactement, c'est ce que je voulais vous dire. Beaucoup de photos. Vous n'avez pas l'air surpris. Pas vraiment, ça semble être héréditaire dans ta famille, ajouta Alex moqueur. Comme la beauté et la photogénie chez les Vass. Bientôt, ça va être de notre faute s'il nous a piégés, dit Alex à Helena. Bon, tu les montres tes clichés, ajouta-t-il à l'attention de Jordan Wharton. J'allais vous le proposer, je vous préviens, il y en a un paquet. Il fit défiler des centaines de clichés depuis leur arrivée. Les deux amoureux revirent tout leur séjour. Tu nous as suivis tout le temps, dit Helena, et nous n'avons rien vu. C'était facile, s'exclama le photographe. Vous êtes tellement occupés l'un par l'autre, à vous regarder, vous bécoter,
toujours collés l'un à l'autre. Pas faux, reconnut Alex. Alors, qu'en pensez-vous tous les deux? Elles sont vraiment magnifiques, dit Alex. Mon amour, quel est ton avis? Oui, bien sûr, elles sont superbes. Mais si tu nous as suivis tout le temps, tu as peut-être vu des choses que tu n'avais pas besoin de voir, répondit Helena, le rouge aux joues. Jordan Wharton se racla la gorge avant de donner sa réponse. Si ça peut te rassurer, Helena, je n'ai rien vu. Un soupir de soulagement échappa à la jeune femme. Alex resserra son étreinte et l'embrassa sur le front. Mais quoi, dit-elle précipitamment. J'ai tout entendu. Je vous rappelle que ma chambre est juste à côté de la vôtre et l'insonorisation n'est pas au top. Et pour être honnête, le premier soir, je vous ai aussi entendu dans la ruelle. Et comme mon grand-père m'a tout raconté sur tes parents, Alex, il a vécu la même chose. Et dans la ruelle, vous l'avez fait au même endroit. Non, s'exclama Alex éberlué. Puisque je te le dis. Les trois éclatèrent de rire de concert. La situation devenait cocasse. Des trois, c'était Alex qui riait le plus, surtout à l'idée de Jordan, seul dans sa chambre, à subir leur manifestation d'affection à répétition. Les deux autres s'étaient arrêtés et le regardaient se tordre de rire. « Toi, je crois deviner ce qui te fait autant rire, » finit par dire Helena. « Ah oui ?» réussit à articuler Alex. « Tu imagines Jordan en train de vivre ce que j'ai vécu un certain soir chez mes parents, dans la bibliothèque. Mais puissance 10. » « Gagné, » dit Alex, redevenu sérieux à cette évocation. « Puis-je savoir » demanda Jordan. « Eh bien, il t'imaginait obligé de supporter nos gémissements de plaisir, tout seul dans ta chambre. J'ai vite compris que je devais investir dans des boules caisses. Et le rapport avec toi ? Il te le dira s'il en a envie, répliqua Helena en regardant Alex avec un petit sourire. Je préfère que ça reste un secret entre nous, dit-il soudain gêné. Le photographe américain n'insista pas et revint à son principal sujet, les photos qu'il avait prises du couple à leur insu. Alors, ces photos, puis-je les utiliser ? Je vais t'imposer les mêmes conditions que mes parents avaient imposées à ton grand-père, dit Alex. Nous voulons un exemplaire de chaque photo, un droit de regard sur celle que tu utiliseras pour un livre, une publication dans une revue ou pour une exposition. Il s'agit de notre image à tous les deux, et nous travaillons dans la fonction publique, et rien ne doit pouvoir porter atteinte à notre image personnelle ou à celle de notre employeur. Ok, je m'en doutais un peu. Je vous enverrai les photos. Laissez-moi votre adresse mail, je vous recontacte rapidement. Ils échangèrent leurs numéros de téléphone et leurs adresses mail et postales. Et bien sûr, comme tu as toutes nos coordonnées, tu peux venir nous voir à Grenoble. Mais appelle avant, car il se peut que je sois de garde et Helena en stage ailleurs qu'à Grenoble. Ou bien nous pouvons être dans notre chalet en montagne. Je n'y manquerai pas. Je passerai vous voir bientôt. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Bonne nuit. Merci Jordan, toi aussi. Une fois dans leur chambre, Alex prit Helena dans ses bras et l'étreignit avec force. Elle le regarda étonnée. J'ai eu peur quand tu as comparé ce que tu as vécu dans la bibliothèque de tes parents avec la situation de Jordan. Peur de quoi, mon amour? Que je révèle comment nous nous sommes rencontrés réellement? Je ne l'aurais pas fait. Nous étions aussi gênés l'un que l'autre, finalement. Et toi, plus que moi encore. C'est pourquoi je t'ai laissé libre de le faire ou non. Je ne l'aurais pas fait pour les mêmes raisons que toi. C'est notre secret. Et notre destination demain, c'est un secret aussi? Demanda-t-elle curieuse. Je ne peux vraiment pas savoir, même si je suis très, très, très gentille avec toi. Elle le poussa sur le lit et se jeta sur lui. Elle chercha ses lèvres, puis s'arrêta pour le contempler. Elle plongea son regard vert dans ses yeux d'un bleu si profond, avec ce regard si tendre qui la faisait fondre, qui lui donnait systématiquement envie de faire l'amour. Ses doigts caressèrent ses épaules, puis glissèrent sur son torse, son ventre, jusqu'à son sexe érigé, qu'elle caressa pour qu'il durcisse encore. Elle s'empala alors avec lenteur sur le membre d'Alex, tendu au maximum. Elle lui fit l'amour, surveillant la progression du plaisir sur son visage, ralentissant le rythme lorsqu'elle le sentait prête à exploser. Il ne se lâchait pas des yeux. Lorsqu'Helena fut submergée par le plaisir, il s'emplit de son image à ce moment précis et atteignit l'orgasme lui aussi.
Elle se laissa tomber sur lui avec un gémissement. Ils restèrent soudés un très long moment. Helena roula sur le dos, puis vint se blottir contre l'homme de sa vie et s'endormit sans l'interroger plus avant sur leur destination du lendemain.